15h-17h, le Mac de l'après-midi, Sud Radio. le Mac de l'après-midi. Marc Leval. Merci d'être fidèle à Sud Radio, merci d'être là, très heureux de vous retrouver. On va encore parler d'argent. Bah oui, l'argent. Alors après l'argent dans le couple, cette question un peu plus existentielle et généraliste, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Certains ont répondu, oui, l'argent fait le bonheur si on le donne. C'est joliment dit, c'est un moine bouddhiste français que je salue. On devait l'avoir, Mathieu Picard, mais bon, visiblement, c'est un petit peu compliqué pour la liaison. Faut-il gagner plus d'argent pour être heureux ? Une question là aussi existentielle. Je me réfère à l'Épicure, le fameux penseur grec qui disait « Ne gâche pas ce que tu as... Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas, mais souviens-toi que ce que tu as fut jadis parmi les choses que tu ne pouvais qu'espérer. » Voilà. Je voulais la sortir d'un bloc, évidemment, il a fallu que j'accroche au milieu. Bon, alors l'argent fait-il le bonheur ? Question difficile à trancher. Est-ce que le bonheur a un prix d'abord ? Voilà la question qu'on va poser à nos spécialistes. Est-ce que la notion de bonheur est comparée à la notion d'argent ? Ça aussi. Est-ce que ces deux notions vont de pair ou est-ce qu'elles sont totalement différentes ? Est-ce que les véritables sources du bonheur, ce ne serait pas avant tout un petit côté matériel et monétaire ? Parce que certains disent, voilà, si on n'a pas d'argent, le bonheur, ça va être très compliqué. On va en débattre avec Michael Mango dans un instant, économiste. Il a écrit entre autres Heureux comme Crésus, leçon inattendue d'économie du bonheur aux éditions Erol, et puis avec Michel Poulard que vous connaissez, on l'a déjà reçu dans l'émission, coach et expert en optimisme et motivation. Ils seront là, et puis alors quelques témoins également dont je vous réserve petite surprise tout à l'heure dans l'émission. D'ici une petite demi-heure, on devrait avoir un certain Alain. Je ne vous dis rien, mais un jour Alain a allumé son poste de télévision, il a tout simplement regardé un petit bulletin qu'il avait dans les mains, et là sa vie a littéralement changé. On verra ça avec Alain tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Beaucoup d'études françaises, américaines et autres. Je détaille tout cela avec Michael Mango, avec Michel Poulard dans une seconde sur Sud Radio. À tout de suite. Marc Leval, Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. La question est posée cet après-midi sur Sud Radio. J'attends vos réactions si vous le souhaitez. 0826 300 300. L'argent. On n'a que ça à la bouche. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre pour certains. L'argent fait-il le bonheur ou pas ? C'est une maxime emplie de sagesse. Est-ce que la joie de vivre est proportionnelle au compte bancaire, au nombre de voitures que vous pouvez additionner ou éventuellement aux écrans plats que vous avez à la maison ? Est-ce que acheter pour se faire plaisir ou faire plaisir, est-ce que c'est ça véritablement le bonheur ? Ou à l'inverse, est-ce que le matérialisme est le pire ennemi du bonheur ? C'est très philosophique tout cela, mais c'est du concret aussi parce que c'est votre quotidien. Alors réagissez, 0826 300 300. Est-ce qu'on peut se contenter de peu aujourd'hui ? Michael Mango, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur Sud Radio. Vous êtes économiste, on vous doit notamment Heureux comme Crésus, leçon inattendue d'économie du bonheur aux éditions Erol. Vous allez nous donner votre opinion sur cette thématique. L'argent fait-il le bonheur ? Mais d'abord, vous souhaitez un très bon anniversaire, Michael. Ah, c'est gentil, merci. On se trompe pas, on est dans la bonne date. Non, c'est bien. Jour férié, 11 novembre, comme chaque année, c'est mon anniversaire. Voilà, très très bien, vous ne les faites pas. Michel Poulard également. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Je suis ravi de vous... ça va très très bien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois sur cette antenne. Moi-même, c'est toujours un plaisir d'être avec vous à l'antenne. Merci, coach expert en optimisme et motivation. Vous savez, juste sur votre titre, coach expert en optimisme et motivation, est-ce que tous les jours, vous avez la même banane, la même envie, le même enthousiasme et le même optimisme ? Non. Bien sûr que non, je suis un être humain comme vous et comme tous nos auditeurs. J'ai moi aussi mes coups de mou, mes coups de blues, mes coups de fatigue, mes déceptions. C'est clair, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne tombe jamais malade. Vous voyez, c'est pareil. c'est joliment dit. C'est vrai. Je suis un optimiste né, un optimiste convaincu et qui partage en effet des méthodes où on peut en effet optimiser notre optimisme au quotidien. L'optimisme aujourd'hui est une science. Je pense que nous en parlerons un petit peu tout à l'heure. Absolument. Alors la question, je vais vous la poser comme ça de but en blanc, sans trop la développer, parce que c'est ce qu'on va faire pendant une heure jusqu'à 17h. Commençons par vous, Michael Mango. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Oui, l'argent fait le bonheur, mais avec un bémol, il le fait beaucoup moins qu'on le pense. C'est-à-dire que quand on met en relation le niveau de bonheur des gens tel qu'ils le déclarent dans les enquêtes et le niveau de revenus qu'ils ont, on s'aperçoit que oui, plus on est riche, plus on est heureux. En moyenne. Ouais. Toujours en moyenne. Il y aura plein de contre-exemples à chaque fois, de riches qui sont pas heureux et de pauvres qui sont très heureux. Mais en moyenne, les riches sont plus heureux que les autres. Michael Poulard, est-ce que l'argent fait le bonheur ?
Alors moi c'est Michel Poulard, oui. Michel Poulard. Tous les Michel et les Michael, vous avez. Ouais, je vous en veux pas. Non, mais je rejoins cette pensée. Ce serait mentir que dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr que l'argent fait aussi le bonheur. En revanche, tout à l'heure, votre intervenant citait des études, d'autres recherches ont démontré que notre bonheur n'est fondé qu'à hauteur de 10% sur nos conditions de vie, notre environnement ou nos activités et même l'argent. Ouais. Et il semblerait que d'après des études très récentes, que seulement 10% de notre taux de bonheur est lié à nos biens matériels, je dirais ainsi. Ouais. Donc, c'est pas que ça, hein. Heureusement. Non, c'est pas du tout que ça, mais le bonheur, enfin, l'argent peut acheter autre chose que les conditions de vie matérielles. C'est pour ça que l'argent peut dépasser en impact ces 10% que vous mentionnez. On est d'accord. Vous avez utilisé un mot très important, c'est l'impact. Tout à fait. Exactement. Ouais. On est d'accord. Alors, je regardais, parce que j'ai vu un petit peu les études, on va en parler tout à l'heure, il y a des études américaines, il y a des études françaises, et notamment, chez nos confrères du Figaro, ils ont posé cette question qui est très simple. En général, que diriez-vous de votre vie sur une échelle de 0 à 10, de la pire à la meilleure possibilité? Un panel de 10 000 adultes à la suite de la fameuse proposition de créer des indices de bien-être. C'était en 2009 avec un économiste que vous devez connaître, Michael Mango, qui était Joseph Stiglitz. Alors, oui. L'enquête a mesuré la qualité de vie à partir d'éléments représentant l'ensemble du quotidien des Français, c'est-à-dire conditions de vie, matériel, santé, éducation, risques psychosociaux au travail, environnement, cadre de vie, etc., etc. Premier résultat de l'étude, les adultes vivant en France déclarent, c'était en 2012, un niveau moyen de satisfaction de la vie de 6,8 sur une échelle de 10. Ce qui est quand même assez honorable, hein, Michael? Bien sûr, et c'est pour ça que quand on essaye de faire croire que les Français sont dépressifs, quand vous regardez les enquêtes, celle-là est nationale, mais quand vous regardez des enquêtes internationales, on est un poil en dessous de ce qu'on pourrait attendre vu la qualité de vie objective qu'il y a en France. Donc il y a une petite sinistrose française, ça c'est vrai, ouais. Mais à l'échelle internationale, on n'est pas ridicule du tout. Dans par exemple, et ça personne n'imagine, mais dans plein d'enquêtes sur le bonheur, les Français sont devant les Allemands. Ouais. Et pourtant, ça se passe mieux en Allemagne. Eh oui, ils sont largement devant les Italiens, largement devant les Espagnols. Alors c'est sûr, on est très loin derrière les Scandinaves. Ça, les Danois sont les plus heureux au monde et on est loin derrière. On joue même pas dans la même ligue. Ouais. Mais on n'est pas ridicule. Alors, autre chiffre, Michel, les chiffres montrent bien que l'argent reste l'élément le plus important au travers de cette enquête dont je viens de parler. Ils sont près de 23% parmi les plus modestes à se dire très satisfaits de leur vie, contre 1,8% seulement chez les très hauts revenus. Et à l'opposé, ils sont près de 24% des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui se déclarent plus ou moins satisfaits de leurs conditions de vie. Ça veut dire que on se contente, on est heureux même en ayant un niveau de vie, on va dire très classique, très basique, hein, Michel? Ben oui, bien sûr, parce que ce serait prendre un raccourci que de penser que le bonheur ne dépendrait que de l'argent. Et heureusement, le bonheur, c'est aussi quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose que l'on construit autour de gens et d'événements que nous avons autour de nous. C'est aussi une question de perception que nous faisons du monde, que nous avons. Beaucoup d'autres gens attachent de l'importance à autre chose que de l'argent. Comme vous avez aujourd'hui des gens qui ne regardent même pas la télévision, ça peut paraître impensable, mais il y a des gens qui ne regardent pas la télévision et vont puiser leur bonheur ou leurs occupations dans autre chose que de la télévision. Non. Alors oui, l'argent contribue en effet à cet état de bonheur, il n'est pas que l'élément unique et heureusement à l'état de bonheur. Ça voudrait dire que tous les pauvres seraient tous malheureux, ça veut dire que tous les gens du tiers-monde seraient malheureux. Bien entendu, je ne veux pas parler de la famine ou des problèmes liés bien entendu au manque d'argent, mais quand vous allez dans des pays étrangers ou même en France, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement heureux dans des milieux de vie les plus déplorables, parce qu'ils arrivaient à chercher leur état de bonheur dans d'autres choses, dans l'amitié, dans la famille, dans des valeurs. Vous voyez, ce n'est pas que l'argent. Et ce qui ne veut pas dire en même temps que ceux qui en ont beaucoup n'ont pas de valeur. Ah mais on est d'accord. Non. À l'inverse, j'ai rencontré des gens, des milliardaires, des millionnaires qui eux aussi étaient mus par des valeurs très respectables, bien entendu. Pour faire écho à ce que dit Michel Poulard, effectivement les perceptions sont centrales. C'est pas le niveau de revenu absolu qui est finalement très important. C'est le niveau de revenu relatif à vos points de comparaison. C'est ça. Donc ça peut être les gens autour de vous, ça peut être vos aspirations. Vous vouliez gagner 50 000, vous ne gagnez que 30 000. 30 000 c'est pas mal, mais 30 000 c'est beaucoup moins que ce que vous vouliez. Donc là vous êtes pas bien. Et puis c'est aussi par rapport à votre situation passée. À niveau de revenu équivalent, on est beaucoup mieux si on est dans
dans une situation de croissance des revenus que si nos revenus sont en train de reculer. Donc c'est pas le critère, c'est pas le revenu absolu. C'est exactement ça. Alors, juste un mot quand même sur, est-ce qu'il fallait, si on mettait le curseur un petit peu sur une échelle de revenus, je rappelle quand même que le salaire moyen en France, c'est entre 1004 et 1006, si je ne m'abuse. Et est-ce que on a un niveau de richesse? On dit quoi? À partir de quel montant, quel revenu net, Mickaël, vous qui êtes économiste, on est riche en France? Ah, on est riche. Je sais que j'ai plus la distribution des revenus en tête de l'INSEE, mais je sais qu'on est considéré comme classe aisée quand on est célibataire à partir de 2200 € net par mois. Ah oui, classe aisée. Oui, et vous êtes classe aisée si vous avez 2 enfants. Donc un couple avec 2 enfants, c'est de l'ordre de presque 5000 €. Ouais. C'est ce que j'avais comme chiffre. On estime qu'une personne riche toucherait à peu près 5000 € de revenus mensuels. On estime, c'est du... qui l'estime, l'INSEE ou non, c'est l'IFOP pour le GDD. Donc l'IFOP, donc les Français. Okay. Voilà, absolument. Alors, tiens, autre étude américaine, parce que là aussi, Dieu sait qu'il y a ce qu'il faut, une certaine Myriam Tatzel, qui est une scientifique américaine qui est très réputée. Elle a écrit beaucoup sur la consommation et le bien-être. Et alors, elle a estimé, elle dit un chiffre qui est assez étonnant, et je vais avoir votre opinion là-dessus, Mickaël Mango et Michel Poulart. Alors, elle est arrivée à la conclusion que les personnes qui gagnent plus de 56 200 €, alors je sais pas comment elle a calculé son chiffre, 56 200 € par an, ce qui fait à peu près une moyenne de 4 500 € grosso modo par mois, se satisfont finalement moins que celles qui ont un salaire inférieur. Ça veut dire que quand on touche 56 200 €, on n'a plus nécessairement de plaisir ou on galère un peu moins pour avoir le plaisir. Oui, je suis vraiment très surpris parce que excusez-moi, allez-y, Mickaël. Parce on a eu plein d'études donc sur cette relation entre les revenus et l'argent, et partout la relation est croissante jusqu'au bout. On n'a pas d'études sur les très très riches, donc on s'arrête à ceux qui gagnent peut-être 100 000 € par an, quoi. Mais quand même, la relation entre revenus et bonheur continue d'être croissante, même si elle se tasse. Donc on ne considère pas qu'il y a un point de satiété, pas plus qu'on ne considère qu'il y a un point de retournement. Donc c'est une étude, si c'est vraiment une étude académique, elle est divergente de tout le reste. Alors ça c'est intéressant, ça ouvre le débat. Michel Poulart, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre? 56 200 €. Non, moi, j'en pense une chose très simple, c'est que en général, les études ont aussi un contexte qu'il faut bien étudier avant d'interpréter juste des chiffres, parce que là, vous citez des chiffres, mais vous ne nous expliquez pas quel contexte. Alors, je vais vous dire. C'est intéressant parce que là, je rejoins mon compagnon d'émission. C'est c'est assez étonnant. Alors, elle dit ceci. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les contextes. Alors, elle dit ceci. Donc, c'est une étude américaine qui a été publiée dans l'American Psychological Association. Ça fait bien de le dire comme ça, mais bon, j'ai essayé. Alors, elle s'appelle donc Myriam Tatzel, elle est scientifique, et donc elle a mené une enquête auprès de différentes personnalités, enfin tout du moins ceux qui ont bien voulu se livrer à ce sondage. Et elle dit donc une personne qui gagne 56 200 €, à peu près 4 500 € par mois, se satisfait finalement moins que celle qui a un salaire inférieur. Et passé cette somme, selon donc cette Myriam Tatzel, les individus perdent de vue ce qui peut les rendre potentiellement heureux, c'est-à-dire les relations fortes avec les autres, des expériences positives. Elles sont plus préoccupées par le fait de gravir les échelons, c'est-à-dire le côté hiérarchique dans l'échelle sociale, et donc du coup, elles en perdent certaines notions de plaisir. Là-dessus, je peux être en accord avec elle. Effectivement, on a vu on a repéré que plus les gens étaient riches, moins ils étaient capables de savourer les petits plaisirs de la vie. Ça, c'est un fait, et ça leur coûte en termes de bonheur. En revanche, on a aussi observé que plus on est riche, plus on est haut sur la pyramide sociale, et que la compétition sociale, le statut social, sont partie prenante du bonheur, mais vraiment de manière très significative. Donc, c'est peu probable que l'effet sur les comportements au quotidien fasse plus que compenser cet effet positif du statut. Moi, j'appelle ça l'effet blasé. Vous savez, c'est qu'à un moment donné, on est blasé, on a bossé très longtemps pour arriver à un certain niveau, un certain résultat. On arrive à ce qu'on appelle un point de bascule, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain niveau sur l'échelon, on va dire, sur un niveau de la société, un niveau bien spécifique pour chacun. Encore une fois, c'est une question de perception. À un moment donné, on est blasé et on oublie en effet les petits bonheurs du quotidien. Et moi, en ce qui me concerne, j'encourage les gens à toujours faire preuve de gratitude pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils ont autour d'eux. Parce qu'à partir du moment
où on reconnaît les choses qui sont autour de nous, on reste, on va dire vulgairement, les deux pieds sur terre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on perd ces choses-là de vue. C'est tout à fait ça, oui. Alors, est-ce que ça veut dire, avant la pause, Michael Mango, que le matérialisme, c'est le pire ennemi du bonheur ou pas ? C'est un des gros ennemis du bonheur, effectivement. On s'était aperçu que à situation économique équivalente, les gens qui étaient matérialistes se retrouvaient moins heureux que les personnes comparables mais qui n'étaient pas matérialistes, c'est-à-dire qui accordaient moins d'importance à la consommation, aux biens matériels et puis au statut social. Donc parmi les valeurs, déjà il faut être en accord avec ses valeurs. Il faut que sa vie, ça c'est vraiment un point important pour le bonheur, il faut que sa vie soit en coïncidence, en concordance avec ses valeurs. Mais parmi les valeurs, certaines sont moins favorables au bonheur que d'autres, et le matérialisme, lui, est effectivement plutôt contraire au bonheur. Michel Poulart, sur cette question du matérialisme ? Je vais ajouter, je vais essayer d'aller au-delà des chiffres, des statistiques, mais aller chercher plutôt l'aspect humain, l'aspect vraiment qui joue dans le cœur des hommes. C'est également la perception et l'état d'esprit dans lequel on est lorsque l'on est riche. L'état d'esprit dans lequel on est. Et en effet, il y a des gens qui sont riches pour combler un mal-être, pour combler parfois quelque chose. Ils sont riches parce qu'ils ont voulu l'être, parce qu'ils ont cherché de l'argent, mais chacun a ses raisons de vouloir devenir riche. Mais l'état d'esprit dans lequel les gens riches ou pauvres, tout le monde, se trouvent par rapport à leurs finances, aura un impact sur comment ils vont vivre. Tout à fait. Alors on va d'ailleurs, justement, l'impact sur la manière dont ils vont le vivre. On va recevoir quelqu'un qui se prénomme Alain, et puis je vous parlerai également d'un médecin également qui, lui, a reçu, il a fait sa petite étude, mais rien de très officiel. Mais enfin, lui, il le dit haut et fort, le nombre de personnes riches qui viennent dans son cabinet et qui se sentent extrêmement déprimés, voire très malheureux, c'est assez incroyable. Il y en a bien plus que ceux qui ont des revenus beaucoup plus modestes. On va voir ça dans le détail et on accueille Alain. Vraiment, restez avec nous, on marque une pause et à tout de suite. Le Mac de l'après-midi Sud Radio. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur ? La question est posée à mes invités. Michael Mango, qui est donc économiste, et puis à Michel Poulart, qui est coach et qui est donc expert en optimisme et en motivation. On parlera tout à l'heure précisément de ce bonheur. Est-ce que le bonheur s'achète ou pas ? Oh, que non, je ne crois pas. Et on parlera du bien-être aussi, etc., etc. Je voulais absolument accueillir Alain, Michael et Michel. Écoutez bien. Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. On va volontairement ne pas donner votre nom, bien entendu. En 2005, il vous est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel qui a légèrement changé votre vie. Enfin, en tout cas, je suppose, mais qui a été un bouleversement en 2005. Que s'est-il passé, Alain ? Eh bien, en mars 2005, très précisément, j'ai gagné au loto 3,5 millions d'euros. Vous avez gagné 3,5 millions d'euros en 2005. La première question en rapport avec la thématique, et Michael et Michel, vous pouvez intervenir quand vous voulez, si vous le souhaitez, c'est est-ce que, justement, l'argent fait le bonheur un peu plus qu'avant ou pas ? On peut pas dire que l'argent fasse le bonheur, mais ça y contribue quand même pas mal. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent jusqu'à présent ? Moi, en fin de compte, j'ai fait beaucoup de placements, j'ai fait beaucoup de bourses. J'ai arrêté parce que ça devenait très compliqué, mais j'ai fait beaucoup de placements et je vis uniquement des intérêts qui me retombent, quoi. Évidemment. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au quotidien ? Alors au quotidien, déjà la première des choses, j'ai arrêté de travailler. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous faisiez, Alain ? J'étais mécanicien à Air France. D'accord. Et donc vous touchez cet argent, vous arrêtez votre carrière ? Tout à fait, j'avais 51 ans, enfin ouais. 50 ans et demi. Ouais. Et j'ai arrêté de travailler parce que je me suis dit on travaille pour de l'argent. Une fois qu'on a de l'argent, est-ce qu'on a besoin de travailler ? Ma réponse était simple pour moi dans ma tête, c'était non. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs une devise que pourrait partager Michel Poulart. C'est marrant que vous me le posiez. J'étais sûr de ça. J'étais sûr de ça. Vous commencez à me connaître. Un petit peu. Je trouve ça intéressant, cette réflexion. Et de là, je parlais tout à l'heure d'état d'esprit, de là résulte en effet un sentiment face à l'argent. C'est que monsieur parlait, voilà, on travaille pour gagner de l'argent, mais il y a des gens qui travaillent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Voilà, la démarche est différente. Il y a d'autres personnes qu'on aurait pu avoir ici à l'antenne qui ont gagné au loto, qui ont continué à travailler ou qui ont créé leur
leur entreprise, parce que pour eux, travailler était de l'épanouissement, ou parce ils aimaient mettre en valeur un hobby qu'ils ont toujours voulu plus développer qu'auparavant. Voilà, mais en effet, ce qui compte, c'est que cela corresponde à l'état d'esprit de la personne qui gagne cet argent. Ça veut dire que Alain a gagné de l'argent, et pour lui travailler, c'était de l'alimentaire. À un moment donné, il y a l'argent y est, je travaille plus. Quoi. Ça veut dire que votre bonheur et votre épanouissement, Alain, ne passaient pas par votre carrière professionnelle. Si vous voulez, je faisais un métier qui me passionnait, mais mon métier m'a coûté 2 divorces parce que j'étais partout dans le monde, si vous voulez, c'était très compliqué. Donc, mais je comprends très bien les gens qui ont une passion, qui continuent à travailler. Moi, comme a expliqué le monsieur dont j'ai oublié le nom là, Michel Poulard. Moi, j'avais plus envie de travailler, quoi. Voilà. Oui, absolument. Michael Mongo, ça c'est extraordinaire. C'est ça, l'argent fait le bonheur. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de choisir, Alain, choisir son mode de vie, choisir son avenir. Attendez, Alain n'a pas encore dit qu'il était extraordinairement heureux. J'attends d'entendre le verdict d'Alain. Alors justement, on va être un jour vraiment heureux, je sais pas vraiment. Alain, sur une échelle de 0 à 10, vous mettez où aujourd'hui? Oh, je me mettrais à 7-8. Vous êtes un poil au-dessus des autres Français, mais pour 3 millions d'euros, c'est pas terrible, Alain. C'est ce que j'allais dire, ça coûte cher le point quand même. Peut-être. Ça coûte cher le point. Non, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, Alain? Alors justement, pour être vraiment comblé et arriver à 10 sur l'échelle dont parlait Michael Mongo tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? Si vous voulez, toutes les contraintes administratives auxquelles on est confronté, ça finit par faire un boulet qu'il faut se trimballer tout le temps, quoi. Oh, ça se délègue, vous savez, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un et payer quelqu'un qui peut le faire pour vous, hein. Tout à fait, on peut toujours déléguer, mais après, il faut avoir confiance dans la personne, et ça, si vous voulez, c'est très difficile de trouver une personne de confiance. Qu'est-ce qui a changé, alors, dans votre état d'esprit, pas dans votre mode de vie, votre état d'esprit, c'est quoi? C'est peut-être vous êtes plus frileux sur certaines approches de certaines personnes? Qu'est-ce qui a changé dans votre mentalité aujourd'hui? Très difficile à dire. Qu'est-ce qui a changé dans ma mentalité? Non, je suis pas plus frileux. J'aborde, les gens m'abordent. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me reconnaissent ou qui me disent on vous a vu à la télé, parce que je suis passé souvent de fois à la télé. Donc c'est pas un souci avec les gens, c'est un souci de la vie de tous les jours que tout le monde peut rencontrer. Hein. Voilà. Et par rapport à vos amis, est-ce que d'anciens amis vous les avez retrouvés? Ça m'intéresserait de savoir. Moi aussi. Comment la dimension sociale après un gain comme ça m'intéresse aussi beaucoup. Alors dites-nous justement. Les quelques amis que j'avais, je les ai toujours. Hein. Ça c'est bien. Déjà, c'était pas gagné d'avance. Hein. C'est pas gagné d'avance. Il y a des amis qui réapparaissent comme par hasard. Hein. Oui, souvent. En général, c'est oh, tu te souviens, bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, mais bon. Est-ce que vous avez eu ce cas de figure ou pas, là? Oui, j'ai eu ce cas de figure. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me demander de l'argent. Mais si vous voulez, moi, j'aurais toujours expliqué que j'étais pas banquier, que c'était pas mon métier, donc je ne prêtais pas de l'argent. Et quand moi j'ai eu un jour besoin de l'argent, je me suis jamais permis de les appeler pour leur demander de l'argent. Ouais. Est-ce que parfois on en arrive à une certaine, alors c'est un peu excessif ce que je veux dire, mais une petite culpabilité de ne pas d'avoir peut-être gagné, et puis de voir qu'autour de vous il y a des gens qui en ont besoin également et que vous ne tendez pas la main? Peut-être, oui. Non. Je sais pas trop, non, je crois pas, non. Coupable. Et de toute façon, on peut donner la même somme d'argent à tout le monde. Il y en a qui vont faire des économies, il y en a qui vont tout bouffer dans l'instant. C'est pas parce que moi j'ai gagné 3,5 millions que ça rend les gens plus heureux. Hein. Moi, si, un peu plus quand même. Voyez, quand même, il l'a dit, Michael, il l'a dit. Il l'a dit, si, ça rend un petit peu plus heureux. On a dû le tirer du nez. Hein. Il l'a dit. Bon, en tout cas, écoutez, vous gérez ça admirablement bien. Est-ce que vous me permettez de vous demander, depuis 2005, combien vous en reste là? Vous vivez juste avec les intérêts, donc du coup, combien vous en reste sur les 3,5? La même chose. Oui, c'est ça, ça n'a pas bougé. Ouais. Donc vous avez toujours les 3,5. Bon, c'est plus de la liquidité, c'est des appartements, c'est d'autres choses, mais globalement, c'est le même montant. Bon, alors quand on a 3,5 et qu'on les place sur les intérêts, on a combien par mois? On a, pour faire simple, on a 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, voilà. Sans toucher à son capital, hein. Sans toucher à son capital. Bon, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il y en a quelques-uns il y a des sourires dans le studio d'un seul coup, là. Merci pour ce témoignage et ce clin d'œil, Alain. Merci beaucoup. Hein. De rien. Merci beaucoup. Bon, écoute, Michael Mongo, avant la pause, l'argent fait le bonheur pour notre ami Alain. Apparemment, pas plus que ça, hein.
Oui, pas plus que ça. C'est que il y a plein de petites pratiques, de petits exercices qui peuvent vous faire passer de 7 à 8 en bonheur. Vous n'êtes pas obligé de gagner 3,5 millions pour faire ça. Ouais. Donc, mais c'est pas trop étonnant parce qu'il y avait, on manque assez cruellement d'études sur les gagnants de gros lots ou de super jackpots. Donc, j'ai pas de réalité sur ces gagnants. En revanche, pour des plus petits gains, on s'est déjà aperçu que ça crée un certain nombre de problèmes au quotidien, notamment sur la qualité et la quantité des relations sociales. Et j'ai eu beaucoup peur pour Alain quand il a dit qu'il avait quitté son métier. Parce que le métier, comme l'avait dit Michel, ça peut être une vocation, ça peut être une passion. Mais le métier, c'est aussi le travail, c'est aussi un endroit où on se socialise, où on a développé des relations sociales avec ses collègues, avec ses supérieurs, etc. Et donc, partir de son boulot, c'est peut-être aussi perdre des amis. Et là, ça a un impact très très fort sur le bonheur. Donc apparemment, ça n'a pas été trop le cas, heureusement pour Alain, mais ça aurait pu être vraiment très préjudiciable. Et quand on se retrouve avec une somme comme ça, 3,5 millions, Michel Poulard, il faut se blinder quand même. Hein. Il faut avoir une certaine carapace pour ne pas se sentir, pour ne pas soit culpabiliser, soit tendre justement à regarder les gens qui viennent vous voir et qui vous sollicitent à longueur de journée. C'est sûr, c'est aussi pour ça que la Française des Jeux, en général, non pas en général, à tous les coups, offre les bons soins de psychologues et de conseillers pour en effet aider ces gens-là à gérer cette fortune qui vient du jour au lendemain, parce que c'est vrai que ça change une vie radicalement. Bon, après, vous parlez de jeux de hasard et vous avez interviewé Alain et ça a été un excellent moment de converser avec lui. Mais il ne faut pas non plus, au travers de cette émission-là, Marc, je veux vraiment donner la notion à nos auditeurs que la chance ne dépend que d'un billet de loto, parce que vous me connaissez, vous savez qu'à mes yeux, la chance n'est pas que le fruit du hasard, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille, quelque chose qui peut être entre les mains de chacun. Nous pouvons tous travailler nos chances au quotidien. Eh bien, nous allons en parler dans le détail. On marque une pause avec Michel Poulard et Mickaël Mango. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. La question est donc, l'argent fait-il le bonheur? Avec Mickaël Mango, économiste, les ouvrages de Mickaël Mango, Heureux comme Crésus ou encore Leçon inattendue d'économie du bonheur aux éditions Erol. Et puis Michel Poulard, que vous connaissez également, coach et expert en optimisme et motivation, comme l'on dit. Tiens, avant de poursuivre dans le débat, Mickaël et Michel, une question. Par quoi passe respectivement, votre bonheur, Mickaël? Par quoi passe votre bonheur? Où se situe votre bonheur? Où se situe, attendez, là vous me perturbez. Hein. Où se situe? Vous voulez d'abord la note ou vous voulez Non, où se situe votre bonheur? C'est-à-dire, on parle des petits plaisirs du quotidien, enfin les choses qui vous rendent heureux, précisément. Je me réalise beaucoup dans mon travail en ce moment. Travailler sur l'économie du bonheur me plaît vraiment au quotidien, et puis m'a apporté du bonheur, parce que m'a permis de comprendre quelles étaient mes limites personnelles et qu'est-ce que je pourrais changer au quotidien. Donc beaucoup par mon travail, et ça peut aussi avoir des risques, un peu comme Alain, ça peut un peu phagocyter le reste de la vie. Bon, et que je fasse gaffe à ça même. Et qu'est-ce qui vous manque? Joker. D'accord. Michel Poulard, qu'est-ce qui vous rend heureux? Par quoi passe votre bonheur? Écoutez, moi je vis une période de ma vie où je me sens déjà pleinement épanoui, et je pense que déjà ce sentiment d'épanouissement, de se sentir bien dans sa peau, de faire ce que j'aime faire, de donner des conférences en entreprise ou donner des conférences face à un grand public, d'écrire, de faire des vidéos, de faire des émissions telles que celle-là, voilà, ce sont des choses que j'aime faire, que j'adore faire. Ma vie de couple est épanouie, voilà. Dans la mesure où on se sent, enfin moi je vais parler pour moi, où je me sens épanoui et je fais ce que j'aime faire au quotidien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vrai, c'est peut-être ça, mais ceci dit, chacun met le curseur du bonheur en fonction de ce qu'il vit au quotidien. Exactement, d'ailleurs, je voulais insister là-dessus, parce qu'à un moment, Michel parlait des éléments de contexte. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, c'est quel est l'indicateur de bonheur qu'on regarde? Et donc, dans l'étude que vous aviez citée, vous ne nous aviez pas dit exactement l'indicateur de bonheur. Or, il y a un certain nombre d'indicateurs de bonheur qui sont utilisés par les chercheurs et qui ne sont pas du tout les mêmes, et qui ne traduisent pas la même réalité de bonheur. C'était par rapport à l'étude. C'était par rapport à l'étude américaine ou l'étude Oui, c'est ça. Et là, il faudrait vraiment regarder en détail de quoi il s'agit, parce qu'on a repéré en fait trois dimensions du bonheur, et chacune avec ses indicateurs de bonheur. La première dimension, c'est ce qu'on appelle le bien-être émotionnel. C'est la somme ou la différence entre toutes les émotions positives que vous vivez dans la journée et toutes les émotions négatives.
Ça, c'est une première dimension donc, qui est très sensible, même presque sensuelle. Après, vous avez une dimension qui est plus froide, plus abstraite, qu'on appelle la satisfaction de la vie. Et là, c'est l'histoire de l'échelle de 0 à 10. On vous demande d'évaluer votre vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tout de suite, c'est du domaine du raisonnement. C'est beaucoup moins incarné. Ouais. Et puis enfin, il y a une troisième dimension qu'on appelle le bien-être psychologique. Et là, c'est quasiment philosophique, quasiment métaphysique. C'est comment vous évaluez votre connexion aux autres, comment vous évaluez le sens de votre vie, comment vous... quelle est votre sensation d'autonomie dans la vie, de compétence dans ce que vous faites, etc. Donc cette dernière dimension est la plus profonde et peut-être aussi la plus durable. Donc faut voir ce qui est à chaque fois étudié. Oui, et donc ça peut varier effectivement en fonction du 1, du 2 ou du 3, hein, on Exactement. est d'accord. Hein, et puis les personnes, quand on les questionne, elles peuvent focaliser plutôt sur le 1, plutôt sur le 2 ou plutôt sur le 3. Michel Pollard, sur ces 3 niveaux de contentement, de plaisir, de bonheur et le fait d'être heureux. Ah, il est parti, Michel, ou il est là? Non, je suis là. Pardonnez-moi. C'est juste que la question, à mes yeux, Michael, qui a répondu tellement bien que je ne vois pas ce que je pourrais y rajouter. Eh ben, alors ne rajoutons rien. En revanche... Si ce n'est que les études, en effet, sont souvent contradictoires, parce que ce que j'avais envie de dire, c'est que on trouve en effet une étude, mais souvent 3 autres études qui parlent de la même chose, et je reviens de nouveau au contexte, mais aussi à ce que les chercheurs veulent chercher, et pourquoi ils font une étude, et ce qui fait que parfois on peut avoir une même étude qui nous donne plusieurs résultats différents, mais tout dépend aussi de l'approche et de l'angle d'approche qu'ils ont eu. Alors, revenons juste... C'est là qu'il y a en fait, il y a ce qu'on appelle maintenant des méta-analyses, c'est-à-dire des recherches sur les recherches. Oui. Bon, ceci dit, on s'en sort plus. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir rentrer dans le concret. Alors, la question est posée. L'argent fait-il le bonheur? Et pourquoi est-ce que les gens aisés ne sont pas plus heureux que les autres? Alors, il y a un exemple, par exemple. Ils le sont. Arrêtez de dire qu'ils ne le sont pas. Là, écoutez, d'après ce que dit ce médecin, alors là aussi, vous allez me dire, oui, mais d'où il sort? Écoutez, ça, c'est un vrai médecin qui prend un exemple. Il donne l'exemple de Martin. Et il dit, voilà, Martin a 43 ans, il porte des costumes à 2 000 €, il conduit une voiture à 75 000 €, il a 2 résidences secondaires et pourtant il vient chez moi parce qu'il est profondément déprimé. Ah oui, mais est-ce que Martin est représentatif de tous les riches? Non, mais à ce moment-là, on peut pas dire systématiquement, attendez, parce qu'il y a ce cas précis, ça n'est pas... On peut avoir une analyse statistique des choses. Martin, c'est un cas. Les chercheurs, ils travaillent sur des populations beaucoup plus larges. Alors prenons par exemple le cas d'Émilie, qui dit que tout simplement elle a une 50aine d'années, 60 ans même, elle a hérité d'une très grosse fortune depuis qu'elle est très très jeune, et elle aussi consulte parce qu'elle est profondément malheureuse. On prend que 2 exemples parce qu'on va pas passer l'émission à se donner des exemples, mais enfin ça existe. Non, mais ça a au moins le mérite d'animer un débat. Moi, ce que j'avais envie de dire, Marc, c'est que grosso modo, en parlant d'études, on parle d'études, mais il y a aussi la pratique, il y a aussi la vie de tous les jours et vraiment le concret. Comme parlait Michael, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de ces études. Les études ne doivent servir que nous aider à mieux comprendre comment mieux fonctionner et comment nous fonctionnons. Il y a d'autres études qui nous démontrent que le bonheur, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de bien-être, bien entendu, mais aussi de sentiment d'avoir de la chance dans sa vie. Et là, ça me crée une ouverture, c'est que le bonheur est souvent lié au facteur chance. Il y a des gens qui disent, oh punaise, il en a de la chance d'être aussi heureux, ils en ont de la chance d'avoir une belle maison, ils en ont de la chance d'avoir un bon boulot. Mais la chance, c'est déjà en soi un sujet tellement complexe, tellement vaste. Là aussi, les chercheurs se sont penchés sur le sujet de la chance, parce que c'est devenu littéralement presque une science. Chance, c'est quoi? Et la chance c'est quoi? Et vous allez me dire, est-ce que la chance se provoque? Est-ce qu'on peut la contrôler? Est-ce qu'on peut l'attirer? Oui. Alors, la chance, il y a plusieurs angles d'approche. La chance, c'est déjà quelque chose qui se contrôle, parce qu'il s'avère que, justement, des professeurs et des chercheurs, comme par exemple l'anglais Richard Wiseman, il y a dans la fin des années 90, a lancé une étude parce qu'il s'étonnait de voir que les gens chanceux étaient plus chanceux que d'autres, et il y avait des gens moins chanceux que d'autres. Il a lancé des études, mais en France, plus proche de nous, on a des gens comme Philippe Gabillier, qui a écrit, entre autres, Éloge de la chance, ou Francis Zenz, qui a écrit J'ai de la chance. La chance fait l'objet d'études bien spécifiques, parce qu'il s'avère qu'avoir de la chance, c'est aussi une question de comportement, d'action, de pensée. Ça s'appelle l'attraction positive. Voilà, l'attraction. Si on veut, vulgairement. Mais pour démocratiser un peu le débat, c'est ça, c'est l'attraction positive. C'est-à-dire que plus vous rayonnez positif, plus vous attirez du positif et donc de la chance. Moi, je dirais, aller plus concrètement. Ces recherches démontrent que la chance, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui fait qu'on est heureux, mais c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Parce que ce que ces études du professeur Wiseman démontrent, c'est que les gens en général, ils ont interviewé plus de 400 personnes. Les gens en général, dans leur vie, à hauteur de 87%, nous vivons tous les mêmes choses dans nos vies. Nous avons tous affaire à la maladie, nous avons tous affaire au travail, nous avons tous affaire à la trahison, à l'amitié, etc. À hauteur de 87%, nous vivons tous la même chose. Tous nos auditeurs, nous tous. Mais ceux qui auront plus de chance que d'autres sont ceux qui auront fait quelque chose de positif avec ce qui
qui leur arrive. Alors justement, Michel et Mickaël, vous allez revenir dans un instant, on est obligé de marquer une pause, ça dure à peine 2 minutes. Et justement, on va en parler de ce phénomène chance pour clore ce débat sur l'argent fait-il le bonheur. On marque une pause et à tout de suite. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. L'argent fait-il le bonheur avec Mickaël Mango, économiste, et le coach Michel Poulart qui est avec nous. Et justement, on va revenir sur les propos que tenaient Michel et Mickaël il y a un instant sur le phénomène de la chance et en rapport avec l'argent. Tiens, Nadège a décidé de nous rejoindre sur l'antenne. Bonjour Nadège. Oui, bonjour. Je résume très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors vous avez été marié à une personne qui était plutôt aisée, on va dire, voire très riche. Plutôt aisée, oui. Voilà. Et divorce à la suite. Divorce, oui. Et vous avez donc tout perdu et vous avez... Oui, justement, vous parliez auparavant des gens qui font des comptes joints, etc. Oui. Et voilà, donc je me suis retrouvée, et aussi des gens qui travaillent en entreprise avec leur partenaire. Leur conjoint, je me suis trouvée à la fois dans ces deux cas, compte joint, entreprise avec le partenaire. D'accord. Et divorce... Et donc vous êtes passé d'un statut, on va dire, d'une certaine aisance de vie, à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Dans quel est-ce que l'argent faisait le bonheur chez vous dans votre vie? Par rapport à ce que vous disiez, en fait, mon ex-mari, lui, il travaillait beaucoup, donc son but était de gagner beaucoup d'argent. Et il n'était pas souvent à la maison, donc voilà. Et moi, je faisais le reste. De temps en temps, je l'aidais. Et est-ce que ça nous a rendu... Non, ça nous a fait divorcer. Ça nous a coupé notre vie. Voilà. Et donc aujourd'hui... Et je me suis retrouvée, moi, à la suite de cela... sans couverture sociale, sans rien du tout, à la rue, et je me suis retrouvée quasiment assimilée à SDF, quoi. Alors le témoignage, Mickaël Mango, le témoignage de Nadège, c'est un petit peu, alors là aussi vous allez me dire, ouais mais c'est des études scientifiques, mais ça tombe bien parce que on appelle ça le fameux tapis de course de la consommation. Vous avez peut-être entendu parler de ça, en anglais c'est le treadmill of consumption. Et oui, j'ai vécu aux États-Unis, c'est ce que je disais avant avec la personne, donc j'ai vécu aux États-Unis voilà, c'est l'accession, on va dire, à l'échelle sociale, c'est le toujours plus, sauf que visiblement on achète toujours plus de choses, mais on ne se rapproche pas du bonheur, on accélère juste la vitesse du tapis, c'est ce que dit en fait, Mickaël. On est toujours sur un tapis roulant en train de courir parce que nos aspirations augmentent à mesure que nos revenus augmentent. Et donc on est toujours en retard par rapport à nos aspirations. Ouais. Donc il y a pas, ça limite vraiment l'impact de l'amélioration des revenus dans le temps. Vous vous enrichissez à mesure que vous vieillissez grâce à votre salaire qui augmente, mais malheureusement vos aspirations augmentent aussi. Michel Poulart. Oui, écoutez, j'approuve complètement. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est la réaction de Nadège à votre question. Le fait qu'elle ait marqué un temps d'arrêt décrit déjà combien il est complexe de répondre à cette question, si l'argent ou pas fait pas le bonheur. Bien entendu, à Nadège, ça a dû leur envoyer pas mal de souvenirs, mais j'aimerais remettre les choses à leur place. Je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, bien entendu, on ne connaît pas les contextes de Nadège, et ce n'est pas le but de l'émission ici, mais est-ce que c'est l'argent qui a causé leur divorce, ou est-ce que c'est un manque d'équilibre dans leur couple? C'est surtout la soif de l'argent qu'avait sans doute son époux, Nadège. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, la brute de décrophage. Bien entendu, on n'a pas les contextes. Bien sûr. Encore une fois, c'est pas de la psychologie de comptoir que je suis en train de faire. Mais c'est que, ici, on a le cas de figure, je parlais tout à l'heure d'état d'esprit, de quelqu'un qui ne voulait que de l'argent. Mais forcément, si cette personne ne cherche que de l'argent, tout son environnement n'aura plus d'importance. Et forcément, ça a un impact sur son environnement. Alors l'argent, il l'a probablement eu, mais il a perdu tout le reste. Et il y a toujours des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui continuent à avoir une sorte d'écologie familiale avec leur couple, qui continuent à avoir une harmonie et un équilibre dans leur vie, ce qui fait que là, avoir de l'argent est une vraie richesse dans tous les sens du terme, mais pas seulement pécunier. Nadège, est-ce que je peux vous poser la question de savoir si votre ex-mari est heureux toujours, alors qu'il a aujourd'hui les moyens? Il s'est remarié avec ma meilleure amie, mais il continue toujours avec cette course à l'argent. Dans son entreprise, et nous avons eu un fils parce que j'ai perdu un enfant au début et après j'en ai eu un autre, et mon fils, lui, il est devenu assez matérialiste, et vous disiez aussi, est-ce que ça rend beau l'argent? Oui, ça rend beau extérieurement, ça rend beau parce que ça permet d'avoir
de la beauté. Vous accédez aux soins, vous achetez des vêtements qui vous plaisent, vous pouvez aller chez la manicure, etc. Oui. Mais ce n'est qu'une apparence, parce que mon fils, il a 20 ans, il est beau, peut-être, mais il lui manque, il n'a pas les pieds sur terre encore, les bases. Mais il se rend compte aussi que l'argent ne fait pas le bonheur non plus. En tout cas, c'est un joli témoignage. On vous souhaite évidemment tout le bonheur du monde, évidemment. Merci beaucoup, Nadège. Un mot de conclusion, 30 secondes, Mickaël Mangot, pour nous dire ce que vous pourriez répondre à cette question définitivement. L'argent fait-il le bonheur ? L'argent fait le bonheur, surtout quand on en manque. Donc il faut chercher à avoir plus d'argent quand on en a très peu, mais à mesure qu'on s'enrichit, il faut se refocaliser sur d'autres dimensions de la vie qui vont devenir beaucoup plus importantes sur le bonheur. Voilà, je rappelle les 2 ouvrages de Mickaël Mangot, économiste. C'est un seul ouvrage, c'est le même ouvrage. Oui, absolument. Heureux comme Crésus, leçon inattendue d'économie, du bonheur aux éditions Erol. Merci beaucoup, Mickaël Mangot. Merci. Vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir. Michel Poulart également, 30 secondes pour vous aussi. La définition de l'argent fait-il le bonheur ? L'argent fait le bonheur dans la mesure où on n'oublie pas qui nous sommes et que nous n'oublions pas ceux que nous aimons, que l'amour et le cœur soient toujours au centre de nos préoccupations et que l'argent ne vienne servir que ceux que nous aimons. Oui, ceux que nous aimons, oui. CEUX. Oui, absolument. C'est noté. En tout cas, c'est votre mot de conclusion. Michel Poulart, vous reviendrez aussi parce qu'il y a beaucoup à dire sur la chance. Volontiers, vous le savez, je suis toujours très agréablement accueilli chez vous. Eh ben, je vous remercie. C'est partagé ce plaisir. À très bientôt, Michel Poulart. Merci à tous de votre participation. Merci à Jade et à Mélissa. Merci à Benji pour la réalisation. Et vous...